Bonjour et bienvenue à ce 35e épisode de Petite Obsession. Mon nom est William, je suis accompagné de la merveilleuse Hélène. Coucou! Comment ça va? Ça va? Ça va, ouais, Ça pour va. les assidus. Vous savez, on est une semaine en retard cette semaine pour des raisons de santé personnelle, un peu santé mentale, on peut le dire. Santé physique et surtout santé mentale, ouais. Oui, puis on en a parlé dans plusieurs épisodes, c'est important de faire attention à ça. Fait que, tu Ouais. sais, un podcast, ça reste secondaire. Puis Ben, c'est pas notre travail. Nous, on fait ça par plaisir. on a mais un job 40 heures semaine en dehors de tout ça. Fait voilà. que ça prend bien de l'énergie. Puis c'est pour ça aussi que c'est cet épisode-ci, le 35, c'est comme le dernier de la saison. Ouais, c'est le dernier de la saison. Et peut-être aussi qu'on reverra notre format. On vous tiendra au courant de quand on revient. On veut revenir, ça c'est sûr. On revient, c'est sûr. Mais est-ce que c'est à l'automne? Est-ce que c'est à l'hiver prochain? C'est à voir. Est-ce que c'est chaque semaine, des plus petits épisodes, des plus longs une fois par 3 semaines? On sait pas. C'est ça. C'est encore en réflexion. On se donne l'été pour y réfléchir. C'est ça, exact. Fait qu'on va continuer à écrire parce que c'est ça, c'est que ça prend beaucoup d'énergie enregistrer aux 2 semaines. On n'est pas genre couple ouvert qu'on fait juste lire des posts que le monde nous a envoyés sur Facebook. T'sais. Il y a quand même de la recherche là-dessus. Fait que merci de votre compréhension. Mais en même temps, si vous voulez nous envoyer vos pires dates, moi, ça va me faire du bien de lire ça le soir. Là. Oui, mais ça sera pas notre podcast, malheureusement. Effectivement. Mais c'est ça, on a quand même un épisode aujourd'hui pour vous. Hein? C'est pas juste un disclaimer. Non. Puis avec cette intro un peu genre santé mentale, qu'est-ce qui fait le plus du bien à la santé mentale que des animaux? Ouais. Fait que toi, tu vas nous parler de quoi spécifiquement, Hélène? Ben, moi, je me suis dit, là, c'est notre dernier épisode de la saison. On a déjà fait un épisode sur les animaux, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas couvertes. Tellement de questions sur les animaux. Il y en a à l'infini. On pourrait appeler ça les petits animaux, là. Ouais, exactement. Donc, je veux pas en dire trop tout de suite. OK, fait que finalement, je t'ai posé la question pour rien. Moi, je vais dire ce que je vais dire. OK? Non, je vais parler de... Est-ce que c'est vrai que les animaux savent ou sentent quand on est malade? Fait que c'est ça. Mais avant ça, non seulement tu vas en parler, mais avant ça, effectivement, le générique. Fait que Will, comme je disais, on a beau avoir fait un épisode animalier semi-récemment, là, dans la saison 1, si je me trompe on en pas. parle souvent, des animaux. Ben oui, on en parle souvent, mais il y a tellement de choses qu'on n'a pas couvertes. Genre, est-ce que les pingouins ont des genoux? Pourquoi les girafes ont un long cou? Un poisson, ça peut-tu se noyer? Tu sais, des questions... Existentielles. Exactement, existentielles. Fait que pour ce dernier épisode de la saison, je me suis dit que je ferais un pot pourri de toutes ces petites questions d'anomalies animalières. Ne cherche pas d'ordre dans tout ça. L'objectif, c'est justement de faire du ménage, là, donc... Clairer notre Trello de sujets, dans le fond. Exactement. La première question, les pingouins ont-ils des genoux? Moi, c'est une question qui me taraude depuis tellement longtemps et j'ai longtemps dit que les pingouins étaient mon animal préféré parce qu'ils n'avaient pas de genoux puis ça me faisait rire. Est-ce que je peux répondre à ma théorie? Je pense que oui, ils sont juste cachés sous leur grosse bédaine, c'est ça? Ben écoute, je vais dire ce que j'ai à dire puis tu confirmeras après. OK, excusez. Avoir leur démarche dodelinante, on pourrait en douter hein, qu'ils ont des genoux parce que techniquement, des genoux, ça, mais ils ont pas l'air ça d'en sert avoir, à clairement. faire, c'est ça, ton ballon. Sauf que oui, ils ont bel et bien 2 rotules. S'ils dandinent, en fait, c'est notamment parce qu'ils ne sont pas constitués pour marcher sur la terre, mais vraiment pour se déplacer dans les airs et dans l'eau. En fait, les pattes du pingouin sont composées d'un court fémur, d'un genou, d'un tibia et d'un péroné qui ne sont pas visibles parce qu'ils sont recouverts par son plumage. Justement. C'est ça. Fait que là, dans le fond, c'était pas exactement dans sa bedaine, mais c'est couvert par le plumage. Mais dans le fond, c'est juste qu'ils sont juste fucking pas à l'aise. Ils sont comme, voyons, puis ils sont juste comme tout crispés. Ben, un peu oui, en effet. Puis c'est des animaux qui sont endothermes, donc à sang chaud, comme nous, les humains. Donc, une chance que tu l'expliquais parce que endotherme, j'avais aucune idée. Ben, endo, c'est à l'intérieur. Terme, c'est la chaleur. Puis... De la chaleur à l'intérieur. Voilà, comme exactement.
Fait qu'ils doivent avoir un plumage plutôt dense, soit 30 à 40 plumes par centimètre carré quand même. C'est un bon ratio. J'aurais pas pensé ça. Fait que pourquoi ils marchent en se dandinant? Ben, tout simplement pour économiser leur énergie. Puis ils peuvent économiser jusqu'à 80% de leur énergie comparativement à une façon de marcher plus conventionnelle. Fait que peut-être que si on se dandinait, on aurait moins froid. Ah, fait que l'hiver, on pourrait marcher moins vite, mais avoir moins froid. Ouais, ben en fait, c'est parce que le mouvement de pendule qu'ils font, ça permet au corps de transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique. Donc, ça permet une économie d'énergie. Là, je suis pas physicienne, OK? Ouais, ça, je le dirais, t'es en train de revoir notre cours de physique de secondaire 4, puis là, finalement, d'abandonner en plein milieu. C'est ça. Mais en tout cas, vous comprenez la chose. Bref, dans le même ordre d'idée, on peut se demander pourquoi les girafes ont un si long cou, hein? S'il y en a qu'on se demande s'ils ont des genoux, l'autre, pourquoi il y a des coups. Bon. Je sais que c'est une question d'évolution là, pour leur permettre d'atteindre plus facilement les feuilles des arbres. Ce qu'on appelle... c'est un mythe? Ben, c'est-à-dire qu'au début, il y en a qui... Il y a un scientifique dont je ne me rappelle plus le nom qui avait dit que c'est les girafes qui ont tendu le cou pour atteindre... Ils s'étiraient, en fait, là, pour atteindre les feuilles. Puis les enfants de ces girafes ont comme... Ouais, développé des plus longs coups jusqu'à... C'est ça. Par imitation. Par contre, Darwin est allé tout défaire ça avec la théorie de l'évolution puis de la sélection naturelle de, bon, les girafes qui avaient un plus long cou survivaient plus que celles qui n'avaient pas de long cou. Ben, c'est peut-être justement relié à ça parce qu'ils pouvaient manger dans les arbres exactement. Et ils se battent à grands coups de cou. Ben, c'est ça. Tu ris. Ah ouais, je l'ai vu pour vrai. Tu ris. Mais donc, l'affaire avec les feuilles des arbres, c'est ce qu'on appelle la sélection alimentaire. Puis cette explication-là, elle sous-entend donc que le cou a allongé à travers les générations. Hein? Mais de base, moi, je me dis pourquoi ça broute pas comme une vache ou tout autre animal avec un cou de taille normale, tu sais. Ben, en 1996, il y a une autre hypothèse qui a émergé, appelée le neck for sex. Donc, je sais pas si tu te... Ben, dans le fond, c'est un peu comme les pans, mettons, qui avaient leur grosse plume, mais là, c'est celui qui a le cou le plus tough pour péter les gueules des autres. Ben, oui. Ça, c'est ça résumé. En fait, selon certains zoologistes, le cou de la girafe comporterait aussi une dimension sexuelle. C'est ce qu'on appelle la sélection sexuelle, en fait. Pour attirer l'attention des femelles, les mâles se battaient à coups de cou. Et... J'ai déjà vu des vidéos de ça, c'est vraiment malade. Oui, puis la girafe mâle la mieux membrée, cervicalement parlant, était souvent l'heureux vainqueur. Fait qu'un peu comme les cervidés et leur bois, ou comme tu dis, les pans mâles, plus c'est grand, mieux ils s'adaptent aux joutes frontales et ils survivent. Pour les femelles, c'est pour les colliers. Mon collier! Non, mais n'empêche, les femelles ont souvent un plus petit cou que les girafes mâles. C'est comme ça qu'ils s'en sont rendus compte puis qu'ils en sont venus à cette hypothèse-là. Ouais. Autre question que j'avais. Les poissons peuvent-ils se noyer, d'après toi? Je vais prendre un guess que oui, mais dans des circonstances très spécifiques. Ben, avoue qu'on s'est tous déjà posé la question, là. Ben, probablement, oui. Ouais. Déjà, il faut comprendre que la plupart des poissons fonctionnent avec une respiration purement aquatique. Fait qu'en fait, grâce à leurs branchies, ils recueillent l'oxygène dans l'eau pour pouvoir respirer. Sauf que ce sont pas tous les poissons qui peuvent survivre uniquement avec la respiration aquatique. Les dauphins, genre. Ben ça, c'est pas poisson. Non, ça, c'est des mammifères marins. Puis je parle pas de ça, justement, comme les baleines ou les dauphins. Eux, ils ont vraiment des poumons, puis ils doivent remonter à la surface pour capter l'oxygène. Je parle plutôt des poissons qui vivent dans des milieux aquatiques pauvres en oxygène, comme les marais ou les rizières, par exemple. Fait que comme ces milieux-là, là, donc les marais, les rizières, sont souvent pas profonds, l'eau est particulièrement chaude, ce qui fait que l'oxygène a de la difficulté à se décomposer. Fait qu'il y en a pas assez pour la plupart des poissons qui y habitent. Fait que oui, les poissons peuvent se noyer. Mais ce n'est pas tout. Même ceux à respiration aquatique peuvent accidentellement se noyer comme ils respirent pas tous de la même façon. Le thon, par exemple, il fait rentrer l'eau par sa bouche avant de l'envoyer à ses branchies. Mais si, par exemple, il y a un sac plastique qui vient obstruer sa bouche, ben l'eau, elle se rendra pas aux branchies et donc l'oxygène non plus. Et donc, il va se noyer. Fait que arrêtez de mettre vos hosties de sacs plastiques dans l'eau. Merci! Ouais, ben en fait, il y a aussi toute la gestion des déchets de toute façon, là, où il y a des pays qui vont juste comme dropper ça sur le bord de l'eau en disant non, mais c'est correct, là, tout va bien. Fait que c'est ça, vivre les êtres humains. Oui. Fait que j'aimais mieux savoir que c'était juste l'affaire des marais, puis j'étais comme tout content que... C'était spécifique, mais là, c'est spécifique, mais triste. C'est ça. Fallait faire un petit message de prévention quand même. Bouh. Mais moins triste maintenant, mais toujours avec les poissons. Est-ce qu'ils dorment, d'après toi?
Ouais, ils vont comme dans le fond, là, puis comme ils somnolent. Ouais, ben je veux dire, à part dans Nemo, j'ai jamais vraiment vu de poisson dormir. Puis j'ai eu des poissons rouges, puis bon, d'autres poissons domestiques, là. J'ai jamais vu des poissons se faire trimballer dans un seau d'eau par un pélican non plus, mais... Ben c'est ça, là, on va se le dire, c'est pas vrai que Disney représente tellement fidèlement la réalité, là. Moi, j'ai jamais été capable de me brosser les cheveux avec une fourchette, Ariel. Mais bref, est-ce que nos amis des fonds marins se tapent des petits roupillons ou naissent insomniaques et meurent insomniaques? La question est légitime, vu qu'on les voit jamais les yeux fermés. T'as-tu déjà vu un poisson les yeux fermés? Ben non, parce que quand on s'approche d'eux, il faut comme... Ben, la réponse, c'est oui. Ils dorment, mais ils ont pas de paupières comme nous, parce que leurs yeux ont pas besoin d'être humidifiés. Chris, ils vivent dans l'eau. C'est pour ça qu'il fait peur, le nouveau polochon. Exactement. Justement, c'est aussi pour ça qu'on les voit jamais statiques pour continuer à respirer et prendre de l'oxygène dans l'eau. Ils doivent nager tout le temps, même en dormant. Fait qu'ils dorment les yeux ouverts en bougeant. C'est facile à voir. C'est ça, fait que tu sais pas quand est-ce qu'ils dorment dans le fond. Mais tu t'en doutes, on sait ça parce que ça a été scientifiquement étudié, évidemment. On a en fait observé une baisse du rythme cardiaque et de l'activité cérébrale pendant que les poissons dorment. Ben, pendant qu'on suppose qu'ils dorment, vu qu'on le sait pas vraiment. Ouais, c'est ça. Il y a des moments que leur cerveau travaille moins. Ouais. Parlant d'eau, pourquoi les chats trempent leurs pattes dans les bols d'eau? Pour être sûr que c'est de l'eau. Ben, t'es pas loin. Selon l'experte en comportement félin Pam Johnson-Bennett, il y a plusieurs raisons qui expliquent cet agissement. D'abord, le chat a besoin d'évaluer la profondeur du bol pour une question de confort. En fait, s'il plonge sa tête dans un bol trop profond ou trop étroit, par exemple, ben, ça peut créer une pression sur ses poils de moustache, ce qui rend le tout inconfortable. Fait qu'il utilise sa patte comme une cuillère. Il aime pas non plus trop baisser la tête parce que ça l'empêche de voir son environnement puis ça le met en position de vulnérabilité, surtout si, mettons, ton bol d'eau il est collé contre un mur. Donc, c'est pour ça aussi que souvent, ils vont utiliser leurs pattes comme une cuillère. Puis, ben, ils aiment ça aussi, créer des ondulations dans l'eau, non seulement pour s'amuser, mais aussi parce que, comme tu dis, leur instinct leur dit qu'une eau trop stagnante, ben, ça peut être nocif. Fait qu'ils vérifient si c'est de l'eau potable qu'ils peuvent boire, même si, tu sais... Ils font leur fancy. C'est ça, exactement. Toujours dans les pattes, on sait que le flamant rose est rose à cause de son alimentation composée principalement de crevettes et d'une algue rose. Mais sais-tu pourquoi ils se tiennent toujours sur une patte? Pour réchauffer l'autre. J'essaye de comprendre. Il y en a une qui est dans l'eau est frette, il lève la patte. Ah, réchauffer l'autre. Ah, ça réchauffe dans Bédène. Ben, t'es pas loin. Vois-tu, tu comprenais pas, mais j'avais raison. Non, mais je pensais réchauffer l'autre, genre réchauffer un autre flamant rose, puis là, comme ça se faisait pas mathématiquement dans ma tête. Ben, déjà, ce que tu crois être les genoux d'un flamant rose, donc l'affaire qui plie, là, pour remonter sa patte. C'est la cheville? C'est la cheville. What the fuck? Comment t'as deviné? Ben, je sais pas, là, comme, il y a comme deux bouts que ça peut plier, le genou puis la cheville, fait que j'ai pris un guess, là. C'est vrai. Mais c'est ses chevilles. Les genoux, c'est un peu comme les pingouins, c'est caché sous son plumage, là, un peu au niveau de ses ailes. Quand le flamant rose se met sur une patte, l'autre va se replier pour permettre de replacer son centre de gravité sous son corps. Fait que, autrement dit, le flamant rose il est beaucoup plus stable quand il est sur une patte que sur deux. Puis ça provoque pas d'efforts musculaires supplémentaires non plus. Contrairement à nous, si on est sur une patte, faut vraiment comme... Se rebalancer. Se rebalancer, exactement. Parce que notre centre de gravité, on n'est pas capable de le recentrer. Il y aurait aussi une explication thermique, comme tu dis. Les pattes, c'est les seules parties du corps du flamant rose qui sont dénudées, qu'il n'y a pas de plumage dessus. Fait que lorsqu'il est dans une eau plutôt fraîche ou qui fait frisquet dehors, ben le fait d'être sur une patte, ça lui permet de ne pas perdre trop de chaleur. Puis savais-tu qu'il dorme aussi dans cette position? On croit que ce serait pour s'envoler plus rapidement en cas d'attaque pendant son sommeil parce que sinon, il devrait déplier ses deux jambes, ça prendrait plus de temps. Ouais, t'as deux chevilles qui mesurent 3 pieds, un moment donné, ça va pas bien. Hein. Exactement. Pourquoi les serpents tirent-ils constamment la langue? C'est-tu pour vérifier la température externe, quelque chose comme ça? Non, pas tout à fait. C'est pas pour nous narguer non plus, mais tout simplement parce que elle est munie, la langue, de récepteurs olfactifs. Plutôt que d'avoir un nez, le serpent, il sent avec sa langue. Fait qu'il se fie beaucoup aux odeurs de son environnement pour savoir s'il est en danger ou s'il y a une proie près d'eux, par exemple. Fait que quand ils ramènent la langue à l'intérieur de leur bouche, ben ça va retransmettre les infos captées au cerveau qui va les analyser pour ensuite lui dire « OK, ben oriente-toi vers la droite parce qu'il y a une proie par là ou vers gauche parce qu'il y a un danger à droite ou bon, des choses comme ça. » Pourquoi les perroquets parlent et sont-ils les seuls à pouvoir le faire?
sont pas les seuls à pouvoir imiter, en tout cas, imiter la voix de d'autres. Mm-hmm. Il y a d'autres oiseaux là, que je sais. Mais la raison, c'est une raison de protection, j'imagine, pour comme se camoufler ou whatever initialement, je sais pas. Non, même pas. Déjà, ma question est un peu fausse parce que les perroquets ne parlent pas, dans le sens où ils construisent pas des phrases pour transmettre un message clair, ils vont imiter, comme tu dis. Autrement dit, il peut pas te sortir un mot juste comme ça, là, il faut qu'il l'ait entendu au préalable. Mais à la base, l'humain aussi, là, on peut inventer des mots comme « je te radamtif », mais... Ouais, mais tu peux créer une phrase, tu peux construire une phrase. Lui, il peut pas faire sujet, verbe, complément. Phrase qu'il a entendu. Il faut pas reprendre les mots séparés puis faire une nouvelle phrase. Exactement. Le perroquet, il a donc une ouïe particulièrement fine pour pouvoir imiter les sons de son environnement quasiment à la perfection. Mais pas que. Il est aussi dépourvu de cordes vocales. Par contre, il possède un organe phonateur appelé le syrinx qui se trouve dans son thorax. Pour résumer ça grossièrement, le syrinx, c'est un paquet de membranes qui vont fonctionner comme des caisses de résonance qui va permettre la production de bruit. Puis il faut savoir aussi que dans le cerveau du perroquet, il y a 7 noyaux qui servent à l'apprentissage vocal. Fait que oui, il peut répéter des mots, mais il est aussi capable de coasser comme une grenouille ou d'aboyer comme un chien. Et le perroquet n'est effectivement pas le seul à pouvoir reproduire des bruits. C'est aussi le cas du ménure superbe ou l'oiseau lyre, si je me trompe pas. C'est un oiseau qui vit en Australie. Puis cet oiseau-là, il peut faire des sons aussi improbables que la prise d'une photo par une caméra. Ah oui, j'ai déjà entendu une alarme de voiture, une tronçonneuse et même un laser. Genre, il est complètement... Ouais, genre, c'est super clean, là. Ouais, vraiment. Puis t'es comme... Tu vois l'oiseau, puis ça marche pas, là, dans ta tête, là, que ça sorte de cet oiseau-là. Un autre connu pour son bruit. Pourquoi le coq chante-t-il le matin? Parce que la nuit dort. Ben, c'est pas faux. Mais déjà, il faut savoir que c'est un peu une règle générale dans le règne animal. Tous les animaux qui vont chanter vont le faire principalement le matin. Selon Jean-François Magne, responsable de la délégation Île-de-France de la Ligue protectrice des animaux, il y a des chercheurs qui ont mis en évidence que le son se propageait mieux par temps calme et de très bonne heure le matin. Si bien que quand le ciel est bas, qu'il pleut ou que le vent souffle, le coq va chanter moins ou plus tard dans la matinée. Il va attendre que ça se dégage un petit peu le ciel. Fait qu'il annonce le beau temps. Ben, pas tout à fait. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles il va chanter. Premièrement, pour marquer son territoire. Et deuxièmement, pour attirer les femelles, toujours, hein, le coq, le mâle alpha. Non, mais son objectif n'est pas d'annoncer le beau temps, mais indirectement. Non. Oui, indirectement. Il veut donc chanter tôt pour éviter qu'un autre coq le fasse avant lui. Chez nous, ouais, c'est ça. Puis il l'éclipse. Mais c'est pas tout. Apparemment que chanter le ventre vide serait un signe de puissance et de suprématie. Donc, ça l'attire la cocotte. Capable de pousser la note sans une pinotte. Exactement. Du côté du meilleur ami de l'homme, on pourrait se demander pourquoi les chiens penchent souvent la tête. Hein? Des fois, on dirait qu'on leur parle puis ils penchent la tête sur le côté. Il y a 2 études qui sont sorties en 2021 qui amènent des hypothèses à ce sujet. D'abord, les chiens auraient tendance à pencher la tête quand ils reconnaissent quelque chose d'important à leurs yeux, genre la voix de leur maître. Fait que, s'ils penchent la tête, ben c'est que vous êtes important pour lui. Et aussi pour porter une meilleure attention aux stimuli, donc à la voix justement par exemple ou à un bruit qu'ils ont entendu ou quelque chose. Mais on sait tous les chiens n'agissent pas de la même façon, n'ont pas le même comportement. En fait, selon ces mêmes études, ce serait surtout les chiens doués qui font ça. Fait que si votre chien incline la tête, ben c'est peut-être qu'il est particulièrement intelligent. Pas si con. Non, c'est ça, exactement. Parlons maintenant de ton animal préféré. Pourquoi les koalas enlacent-ils les arbres? Fuck les koalas. Pire animal au monde. On en a quand même besoin dans notre écosystème. On en a besoin pour manger l'eucalyptus, cette plante sans aucun nutriment, et pour crier comme des bêtes féroces qui sont en train de se faire égorger. Vive les koalas. On le sait, tout juste avant la pandémie, il y a eu des feux de forêt qui ont éclaté en Australie, hein, mettant à risque la population des koalas, justement. Mais même sans feux de forêt, on peut se demander comment les koalas font pour survivre aux étés australiens avec leur fourrure, parce qu'il fait quand même très chaud là, l'été en Australie. Et leur très petit cerveau. Leur très petit cerveau. Et leur chlamydia. Reviens-en, là. J'ai haï. Je sais.
Il y a des chercheurs de l'Université de Melbourne qui ont amené comme hypothèse que les koalas avaient tendance à exposer surtout le torse et le ventre, comme il s'agit des parties de leur corps où leurs poils sont les plus fins. Sauf que finalement, c'est pas ça. Grâce à des caméras infrarouges, ils ont pu constater qu'en période de forte chaleur, les koalas vont grimper sur des arbres, s'y coller et y dormir pour maintenir une certaine fraîcheur en transférant leur chaleur à l'arbre et en faisant en sorte que l'arbre leur transfère leur fraîcheur parce que ils choisissent pas n'importe quel arbre. Les élus peuvent avoir jusqu'à 5 degrés de différence de moins, en fait, que par rapport à la température ambiante. Par opposition à d'autres techniques comme le lèchement ou le allaitement là, que d'autres animaux utilisent en période de chaleur, le fait d'enlacer un arbre, ça déshydrate pas. Fait que sont pas si cons que ça, les koalas. Ouais, juste cette affaire-là, ils sont pas capables de reconnaître une feuille d'eucalyptus détachée de la plante. Ouais, mais tout ça pour dire que les arbres sont hyper importants pour la survie de l'espèce, non seulement pour des questions de nourriture, là, mais aussi pour des questions thermiques, surtout que les canicules vont malheureusement augmenter avec les années. Ouais. Question que tout le monde se pose pour la fin. Pourquoi les souris ont-elles peur des bananes? Personne se pose ça. Personne se pose ça, mais je suis tombée sur cette étude-là et je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est par un accident total que des chercheurs de l'université McGill, c'est chez nous ça? C'est chez nous qui ont fait cette recherche remplie super importante, là. Ils faisaient pas cette recherche de prime abord. En fait, ils ont découvert que les souris mâles avaient une aversion pour les bananes, en particulier leur odeur. De base, ils étudiaient les pics de stress lorsque les souris mâles étaient près de souris femelles enceintes ou allaitantes. Fait que ça, c'est quand même pertinent comme étude. Donc, il se trouve que dans l'urine des femelles, il y a une substance qu'on appelle l'acétate de pentyle qu'elles dégagent pour protéger leur progéniture des mâles susceptibles de commettre des infanticides. Parce que souvent, ça arrive au niveau des souris mâles, là, surtout les souris mâles vierges, donc qui sont... Ils sont jalouses comme « c'est pas mon bébé, moi, il le manger ». Genre. Cool. Ce mécanisme-là, c'est... il y a des incels chez les souris. Oui. Ce mécanisme-là, c'est ce qu'on appelle la chimiosignalisation. Dans le fond, c'est pour dire que maman, elle va protéger ses petits si jamais les mâles osent lever la patte sur eux. Et ça, ça cause un stress chez les mâles. Mais l'acétate de pentyle, c'est aussi ce qui confère à la banane son odeur caractéristique. Fait que pour valider si d'autres sources que l'urine des femelles pouvaient provoquer des montées de stress, les chercheurs ont acheté de l'huile de banane et le résultat a été concluant. Le stress chez ces souris-là a vraiment connu un pic. Mon cerveau a en ce moment juste envie de sniffer des bébés souris, voir si ça sent la banane, là, mais je suis peut-être bizarre un peu. Surtout qu'on parle de l'urine de bébés souris, fait que oui, t'es crissement bizarre. Je sais pas si on va laisser cette partie-là au montage. Le monde va être comme, quel psychopathe. Yeah. Mais bref, c'est ce qui conclut ma partie. Je sais pas s'il y a quelque chose, t'es comme, what the fuck, j'avais jamais imaginé ça. Non, parce que finalement, cet épisode-là m'a fait rendre compte que je suis peut-être pas si con que ça. J'étais proche de tout sans le savoir. Fait que j'étais juste bien fier de moi. Bravo. Merci. Mais ceci mène quand même au fait que moi, j'ai une partie qui finalement a beaucoup moins d'éléments que la tienne. Fait que peut-être un peu comparé malgré tout. Mais avant cette partie-là, j'aimerais quand même la dédier à mon chien Patch, a.k.a. Bébé Chat, qui nous a quittés en mars dernier après 16 ans à être le plus gros con en ville. En village, s'il te plaît. Oui. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas les aventures de ce chien-là, il a manqué d'air à naissance, faisant qu'il avait des dents en bas par en avant, puis il a continué à vivre malgré le fait qu'il a été empoisonné par une graine de ricin puis qu'il a été frappé 2 fois par des voitures. Puis c'est pas ces voitures-là qui l'ont tué, il a continué à vivre un autre 9 ans et demi après le 2e accident. La raison pour laquelle je veux lui dédier l'épisode, c'est parce qu'il a souvent été là quand ça n'allait pas, pour moi. Dieu sait que j'en ai passé des soirées couchées collées avec lui quand ça filait pas physiquement ou mentalement. Toujours présent sans jugement, autant que il se fasse flatter en retour, là, quand même. C'est ça, il va pas te donner il y avait une transaction, là. Mais cette histoire-là, outre tous les accidents, là, bien sûr, je sais que je suis pas le seul à l'avoir vécu. Beaucoup de gens ont reçu du réconfort de la part de leurs animaux dans leur vie. Plusieurs disent même que ces animaux-là, ils sentent quand ils vont pas ou quand ils sont malades puis qu'ils viennent vers eux, vraiment. Mais est-ce que c'est vrai? Ils ont-tu un 6e sens ou ils savent juste associer un reniflement avec la souffrance? Ou encore, est-ce que c'est juste un biais cognitif qu'on a, où on remarque juste les fois qu'ils viennent, je veux dire, nos chiens viennent nous voir même quand on n'est pas malade, puis juste que là, tu le remarques là parce que t'es malade, puis comme, ils pensent à moi, mais est-ce que c'est vraiment le cas ou non? J'ai hâte de savoir.
Ben, c'est pour ça que je suis là. Parce que moi, c'est ça, j'ai juste eu des poissons rouges là, quand j'étais jeune. Eux, ils venaient pas te voir, clairement. Non, ils faisaient le tour du bocal, puis ils refaisaient le tour du bocal. Puis c'était tout. Puis ils refaisaient le tour du bocal. Puis ils dormaient jamais. Oui, ils dormaient, mais les yeux ouverts en nageant. C'est ça. Eh bien, rassurez-vous, je vais pas vous annoncer que vous êtes plus fou que vous l'êtes. Ben, les chiens seraient bel et bien détectés quand on va mal, selon des chercheurs en cognition canine. Ce qui est drôle, en commençant, c'est que quand j'écris ma blague tantôt sur les reniflements, ben, c'était avant de lire des articles sur le sujet. Tu sais, j'écris tout un petit peu avant. Puis finalement, ben, les chiens le savent que quand on renifle, on va pas nécessairement bien. Ce serait pas le seul indicateur qu'ils ont, là, qu'on est triste, là, puis qu'ils se rendent compte comme ça, là. Ouais, mais ils doivent se dire que je suis triste constamment, là, parce oui, que... mais apprends à moucher, Hélène, t'as 27 ans. Bon. Non, je veux pas. Oui. Bon, sur cet élan de colère, continuons. Si je te demande, Hélène, quel élément caractéristique ont les chiens, outre le fait d'être tout doux, tout mignon? Ben, c'est le meilleur ami de l'homme. Oui, mais physiquement. Ils ont des grandes oreilles. Oui, mais ils ont aussi un odorat hors du commun. Oui, c'est vrai. Donc, les chiens sentent littéralement qu'on est malade. Ah, ouais. Ouais. Selon Alexandra Horowitz du laboratoire Horowitz Dog Cognition Lab à Barnard College, là, je sais pas si c'est plus fiable parce que le lab a son nom ou justement c'est moins fiable, tu sais. C'est juste son petit lab de merde ou c'est quand même relié au Barnard College. Who knows? Peut-être que c'est une big shot et on la connaît, mais regarde, c'est la vie. Selon cette dame, les êtres humains ont une odeur différente lorsqu'ils sont malades. Puis là... ça doit puer. Ouais, ça, là, je parle pas juste du fait que quand il y a des gens qui ont des champignons sur le bout, là. Je parle vraiment là, que quand t'as le rhume, tu sens différemment. L'affaire, c'est que nous, on le remarque pas nécessairement parce qu'on a des nez de noob. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 24, là, quand je parlais les sens, ouais. Des sens. L'odorat. Mais une personne moyenne a 6 millions de récepteurs olfactifs dans le nez. Mm-hmm. Les chiens en ont 300 millions. Ouais, non, ça, je sais qu'on est... on est vraiment à chier comparativement à eux. Fait que c'est ça. Eux peuvent le détecter d'autant plus quand un virus change notre odeur corporelle. Par contre, ils doivent virer fou dans le métro. Oui, non, ça doit sentir le gros virus au pied carré. Dieu. Pour ça qu'ils sont dans le dernier wagon. Ah, c'est ça. Mais ce serait pas juste un virus qui changerait notre odeur, mais aussi notre humeur. Nos émotions se manifesteraient pas juste à l'intérieur, mais aussi physiquement. Fait que notre corps émettrait des signaux chimiques que les chiens sont capables de reconnaître. Les tests effectués étaient faits avec un distributeur d'odeur de corps, et qui est un distributeur de sueur, là, pour être plus honnête. Fait que le distributeur qui distribuait de la sueur de quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui était heureux, puis une odeur de contrôle. Ben c'est vrai que, tu sais, mettons, quand t'es stressé, quand t'as peur, tout ça, tu sues plus aussi. Ouais, mais en fait, apparemment, notre corps... T'as des réactions corporelles. C'est ça. On va pas dégager les mêmes choses chimiquement de notre corps. Là. Ça peut être la cortisol, comme ça, qui vont plus ressortir de notre corps, fait que ça va sentir plus cet élément-là. Dans le test, le chien était soumis à ces 3 odeurs-là, donc de peur, de bonheur et neutre, en présence soit de leur propriétaire, d'un inconnu ou juste le distributeur, sans personne. Dans tous les cas, les chiens ont démontré le comportement attendu selon l'odeur. Les chiens avaient plus tendance à aller vers les étrangers quand il y avait l'odeur du bonheur et avaient plus tendance à aller vers leur maître quand il y avait l'odeur de peur, parce qu'ils voulaient aller vers la personne, ce qui les rassure ou rassurer justement leur maître, selon. Puis aussi démontrer davantage de stress quand ils étaient soumis à cette odeur de peur. Fait que, tu sais, mettons, leur cœur débattait plus. Ils sont très empathiques. Ils sont très empathiques. Ben, je sais pas si tous les chiens sont empathiques ou pas, là, mais ceux dans le test l'étaient. Ouais. Mais justement, tu me dis ça, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un article qui disait que... Ben, qui se posait la question si les animaux pouvaient être psychopathes. Et la réponse est oui. Est-ce que c'est comme certaines sortes d'animaux ou tous les animaux? Ben, il y avait entre autres une affaire avec les chiens. Il y avait genre certains chiens qui avaient tendance à enterrer leur sœur vivante, là. Mais pour comme pas qu'elle se reproduise. Pour le fun. Genre. Cool. Mais bref. À creuser plus tard dans un autre épisode, potentiellement. Intéressant. Je trouvais que ça fitait pas tellement avec la thématique. Fait que j'ai pas éplugué la question, mais c'est ça. Sachez qu'il y a une étude qui existe là-dessus. Parfait. Si on revient au sujet, ben là, j'ai dit que les chiens peuvent reconnaître quand on renifle ou whatever, ils reconnaissent nos odeurs.
Ben, je te surprendrai pas non plus si je te dis que les chiens reconnaissent nos timbres de voix. Oui, effectivement. Donc, tu sais, ton chien va se faire aller la queue si tu utilises une petite voix, même si tu lui dis qu'il y a le même quotient intellectuel que Ron DeSantis. Puis l'inverse est aussi vrai quand on est fâché. Tu sais, le chien va s'écraser puis ils reconnaissent vraiment la voix. Il va mettre sa queue entre ses jambes puis tout. Là. C'est ça. Mais il reconnaîtrait aussi quand la voix d'une personne démontre des indicateurs de dépression ou de léthargie. Fait qu'il va faire comme « Ah, il a pas l'air de filer, celui-là! » Thanks, Sherlock! Oui, c'est ça. L'affaire, par contre, c'est qu'on sait qu'ils sont capables de détecter tous ces changements, mais on ne sait pas nécessairement comment ils ont associé ça à la maladie. Mm-hmm. Mais pas juste qu'ils l'ont associé à la maladie, mais qu'on a besoin de réconfort à ce moment-là. T'sais. Par contre, il faut se dire que ça fait des centaines d'années qu'on vit en proximité avec les chiens. Fait que, ils sont devenus de plus en plus en phase avec nous. Fait que sûrement que c'est un peu ça l'explication, c'est que par évolution aussi, c'est que on est un peu en symbiose, puis que c'est pour ça que c'est notre meilleur ami. Ça fait plus de 3000 ans qu'ils nous suivent partout où qu'on va. Selon certains, par contre, lorsqu'un chien met sa tête sur notre cuisse quand on est triste, ce serait peut-être pas juste parce qu'ils veulent nous donner de l'amour, mais simplement parce qu'ils sont curieux puis veulent être capables de nous sniffer de plus près. Genre comme, il me semble que ça sent le stress. Oh ouais, c'est lui qui sent le stress. Oh wow! Essentiellement. Ceci étant dit, je pense que c'est un peu des deux. Là. Certains animaux de compagnie démontrent vraiment de l'amour pour leurs humains, puis je suis certain qu'ils veulent être présents pour leurs personnes préf. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a certains chiens qui sont littéralement formés pour porter soutien à des personnes autistes ou encore des personnes qui souffrent d'anxiété ou de PTSD. C'est vrai. Mais attention, ils peuvent faire encore plus aussi. D'autres chiens ont démontré la capacité à détecter le diabète, la malaria, le Parkinson et certains types de cancers. Oh wow! Fait que c'est peut-être ça qu'il faut dans les aéroports. Là. Moins de contrôle de trafic de drogue puis plus de prévention au niveau santé. Mettez les chiens juste faire comme « Toi, t'as pas de bombe, mais t'as le cancer. » C'est ça. C'est pratique. Ceci étant dit, ce n'est pas juste les chiens qui peuvent sentir notre odeur et savoir que ça va pas. Parce que oui, les amoureux des félins seront contents d'apprendre que leurs chats savent aussi qu'ils vont pas bien. C'est juste qu'ils s'en calissent. C'est ça que j'allais dire. Blague à part, les chats comme les chiens peuvent détecter vos changements corporels. Et quand je dis changements corporels, j'inclus aussi les changements hormonaux. Parce que oui, votre animal de compagnie peut savoir que vous êtes enceinte avant Clear Blue. J'allais le demander, là, justement, quand tu parlais de... Ils peuvent savoir que tu as un cancer, ben peut-être que ce sera nos prochains tests de grossesse. Ben oui, exactement. Puis après, tu disais changement corporel, puis je me suis dit, est-ce qu'ils reconnaissent quand je me suis fait couper les cheveux versus mon chum qui le voit pas? Ah, ben moi, je remarque. Je suis quand même bon là-dedans. Toi, tu le remarques. Ouais, ben oui, ça. Mais c'est parce que tu le sais aussi que je m'en vais me faire couper les cheveux. Ouais, non, mais j'ai l'œil. Le cliché là, c'est ça. Du gars qui reconnaît pas. C'est ça, arrête de me mettre dans les clichés. Mais bon, c'est ça, dans vos dents Big Pharma, les chats sont meilleurs que vous. Un autre élément que remarquent les chats, autre que les hormones chez la femme enceinte, c'est le changement de température corporelle. Lorsqu'elle porte la vie, la circulation du sang augmente, ce qui fait que leur métabolisme est boosté d'environ genre 20%. Puis ce serait pour ça aussi que les chats aiment se blottir sur une femme enceinte. Pas parce que, elle porte la vie, puis c'est donc merveilleux, mais les chats, ça aime les endroits chauds. Fait qu'ils vont juste se coller plus sur leur maître qui est plus chaude qu'à l'habitude. Le seul problème, c'est que ça coûte crissement plus cher qu'un test de grossesse. Oui, c'est ça. Mais... Et aussi, ben, il va pas te le dire clairement, t'es enceinte, tu sais. Non, c'est ça. Par contre, ça peut être des indicateurs, les chats, parce que j'aimerais nous laisser sur une histoire un peu glauque, mais quand même... Pour bien finir la saison. Oui, c'est ça, exact. Pour montrer tous les aspects de petites obsessions. C'est parce que les chats, ils savent quand on est chaud, mais il y a aussi un chat dans l'histoire qui était capable de sentir quand on allait devenir froid. OK. On s'en va là. D'accord. On s'en va là. Pas de problème. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Oscar, un chat de thérapie dans la ville de Providence au Rhode Island. Oscar a été adopté en 2005, puis c'était l'un des 6 chats de Steerhouse Nursing and Rehabilitation Center, une résidence pour personnes âgées. Mm-hmm. C'est une résidence de 41 chambres qui accueillait principalement, qui accueille toujours, des personnes en fin de vie souffrant d'Alzheimer, de Parkinson et autres maladies faisant que ces personnes-là sont pas toutes là. Mm-hmm. Donc, on s'entend, il leur reste pas nécessairement longtemps à vivre. Effectivement. Oscar, c'était pas le chat le plus affectueux de la résidence. C'était le genre de chat qui fait des pouiches en permanence parce que tu le gosses. Tu sais, genre, sac-moi patience. Ceci étant dit, il y avait quand même certains moments où Oscar approchait lui-même certains résidents puis allait se coucher à côté d'eux autres. La seule affaire, c'est que ces patients-là, en particulier, décédaient généralement quelques heures plus tard après qu'Oscar se soit couché à côté d'eux.
Non, mais c'est clair que Oscar, c'est la mort, là, dans le fond. Ouais, c'est pas un chat tueur en série qui leur mettait des boules de poils dans le fond de la gorge, là, je vais vous annoncer, là. Mais c'était-tu un chat noir? C'est pas dit, mais moi, je me le suis imaginé noir du début à la fin dans l'histoire. Mais c'est ça, c'était pas un tueur en série. Il prédisait la mort et était là pour donner du réconfort aux patients avant leur grand départ. Bien entendu, Oscar n'apprenait pas nécessairement toujours au personnel soignant qu'une personne était sur le point de décéder. Ils ont quand même des études en médecine, ces gens-là, puis c'est tout du monde déjà en fin de vie. Mais le chat était tout de même présent au moins 2 heures avant le décès d'une personne, qui est quand même assez solide. Tu sais, il n'y a pas de grosse coïncidence. Ah, c'est pas un chat noir. Il était blanc avec comme un petit peu... Mais tu as juste écrit Oscar? Non, j'ai écrit Oscar Cat Nursing Home. Ça doit être lui. Ben, ça a l'air d'être lui. Là, il y a comme plein d'images de gens malades. Ah, ben ça doit être lui, ça. Pourquoi je regarde ça? Ça, il allait se coucher à côté des gens, puis c'est devenu tellement régulier qu'après 25 décès, le personnel du centre s'est mis à appeler les familles des résidents quand le chat allait se coucher à côté d'eux, faire comme « Ça vous tenterait-tu de venir faire un tour, dire au revoir à votre famille? » Quelle horreur! Ouais. On estime qu'Oscar aurait prédit une centaine de morts entre 2005 et 2015, qui est quand même pas pire. Bien qu'on sache maintenant que les animaux peuvent sentir des odeurs qu'on émet, certains crient tout de même au biais de confirmation dans ce cas-ci. D'autres disent qu'ils étaient attirés par le manque de mouvement de ces humains-là. On s'entend, c'est un chat qui aimait qu'on lui crisse la paix. Non, mais je veux dire, dans le sens, le petit vieux qui bouge le moins, je vais aller me coucher à côté de lui, tu sais. Ouais. Mais pas quand il était mort, avant qu'il meure. Mais c'est quand même une histoire qui a vraiment fait le tour du monde. Ça a même inspiré Stephen King dans son livre Dr. Sleep, la suite de The Shining, où un chat prédit aussi la mort de patients. Puis il y a un chat dans le même type qui a été dans un épisode des Simpsons, parce que, ben, il y a tout dans les Simpsons. Boule de neige 3? Non, là, c'est dans une résidence pour personnes âgées où grand-papa Simpson se ramasse. Puis là, tout le monde a peur du chat. Oscar est finalement décédé en février 2022. 17 ans de vie de chat, c'est pas rien quand même. Malgré son don qui pourrait faire peur à certains, je suis convaincu qu'il a réussi à amener énormément de réconfort à plusieurs pendant sa vie, comme l'ont pu faire tous les animaux de compagnie. Fait que vois-tu, j'ai ramené ça de façon un petit peu positive la fin. Mais y a-tu quelqu'un qui est venu se coucher à côté de lui avant? C'était pas dit malheureusement dans l'article, mais voilà, c'est tout pour ma partie et vive les animaux. Fait que là-dessus, ben, c'était notre dernier épisode de la saison. Comme on vous l'a dit en début, on va revenir. Est-ce que ce sera à l'automne ou est-ce que ce sera à l'hiver 2024? C'est à voir. On vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux. En attendant, on vous invite à nous suivre. Ben oui, parce que la meilleure façon de savoir quand on revient, c'est de nous suivre partout pour savoir quand on revient. Exactement. Facebook, Instagram, TikTok, on va continuer à être actifs là-dessus, même durant l'été. Donc, même durant notre petite pause de podcast. Même puis quand Oscar va venir se coucher à côté de nous. Tabarnouche, William. Écoutez-le pas. Mais sinon aussi, ben, vous pouvez en profiter pour écouter nos premiers épisodes aussi. Again and again. Parce que je suis sûre que vous vous rappelez pas l'histoire des pigeons photographes, puis de pourquoi on ramasse des bonbons à l'Halloween, puis... Et en même temps, vous allez pouvoir vous rappeler à quel point on s'est amélioré oui, dans la façon qu'on lit les messages, mais aussi sonoriquement. Effectivement. Fait que c'est ça, ça va vous donner hâte aux prochains épisodes, puis vous donner encore plus le goût de Exactement. Nous suivre. On est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et YouTube. Toutes les guettes. Et sinon, ben, on se dit à une prochaine. Bye bye. Bye.